Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui le peuvent, éteindre les micros puisque nous sommes une petite centaine d'inscrits, donc ce sera beaucoup plus simple de pouvoir fermer les micros. Je vais passer tout de suite la parole au professeur Gilles qui va donc nous proposer une thématique sur le handicap aujourd'hui pour ce premier web éthique organisé par le site de Poitiers de l'ERENA. Monsieur Gilles, je vous laisse la parole. Merci Miliani. Bonjour à tous et à toutes, dont nous allons nous congratuler mutuellement d'être présents à cette heure indue, mais qui a été choisie pour des raisons utilitaires, puisque certaines expériences ont montré que la pause méridienne était un moment favorable pour échanger sur un plan, sur l'éthique, et je pense que nous sommes réunis pour notre intérêt, pour l'éthique et la bioéthique en général. Vous serez informé assez vite des autres séminaires avec d'autres intervenants sur des sujets que nous voudrions aussi variés que possible et d'un format relativement restreint aussi, car, disait Descartes, les actions de la vie ne souffrent aucun délai. Nous sommes tous appelés à des tâches nombreuses et donc l'éthique doit être une espèce de parenthèse euh, heureuse, méditative, parfois perturbatrice, mais susceptible de, de nous inciter à penser, quoi, voilà, à penser nos pratiques, à penser notre vie. Aujourd'hui, le thème choisi, ce sont les personnes handicapées ou en situation de handicap, et vous verrez pourquoi il y a cette double appellation en posant une question dont la réponse pourrait sembler évidente, des personnes comme les autres, point d'interrogation. Alors, le problème, sans doute, n'est pas d'affirmer que les personnes handicapées sont des personnes comme les autres, auquel cas nous répondons oui et nous coupons tous nos micros et nos caméras, mais de tenter de cerner pourquoi cette affirmation aurait besoin d'être discutée ou argumentée. Pour aller plus loin encore, il conviendrait de se demander ce qui peut mettre en danger ou en souffrance une telle affirmation. À vrai dire, les difficultés commencent dès que l'on tente de définir ce qu'est une personne. C'est en effet avec les meilleures intentions du monde que le philosophe anglais John Locke voulut promouvoir les compétences particulières de l'être humain quand il définit la personne comme un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui se peut considérer soi-même comme le même tout au long de sa vie. La personne est donc caractérisée par la pensée, par l'intelligence, par la conscience de soi, qui permet l'identité personnelle, toujours la même, aussi loin que remontent nos souvenirs. Nous nous sentons une seule et même personne. Alors, l'être humain et l'animal étant dotés d'un corps vivant, cette définition permet donc de méditer ce qui distingue l'animal de l'être humain. Mais remarquons tout de suite que le problème de cette définition de la personne qui se veut un peu exaltante, cette définition, en fait, définit la personne par des capacités, un être pensant capable. En amplifiant le raisonnement de ce philosophe, Locke, d'autres philosophes, et cette fois-ci plus récemment, puisqu'ils sont vivants, et je nomme en particulier Peter Singer, veut distinguer la personne humaine et l'être humain. Et comment s'y prend-il? Alors il dit que l'être humain appartient biologiquement à l'espèce Homo sapiens, mais il ajoute que tous les êtres humains ne sont pas des personnes, au sens où John Locke l'entendait. Alors certes, les fœtus
les nourrissons sont des personnes en puissance ou potentielles, dit-il, mais leur intelligence est très inférieure à celle d'une vache, d'un chien, d'un chimpanzé. Et je cite bien sûr ce philosophe dans le texte. Pour ce philosophe, pour Singer, si nous accordons à la vie de l'être humain plus d'importance qu'à la vie de l'animal, c'est que le respect de la vie repose sur les capacités de l'être humain à avoir conscience de sa continuité dans le temps, comme un être autonome qui sait qu'il a un passé et qui se projette dans le futur. Mais peut-on fonder le respect de la vie de tout homme sur des critères qui ignorent ceux dont le développement n'est pas achevé? Ceux qui sont atteints de handicap ou de lésions cérébrales et dont la conscience de s'inscrire dans une continuité peut demeurer chaotique ou devenir chaotique, de même que leur capacité à se projeter dans le futur. On saisit ainsi le danger que représente une définition de la personne humaine qui voudrait accorder la primauté à la dimension psychologique de la personne humaine en considérant que la dimension biologique de l'être vivant serait une dimension réductrice. En exaltant les capacités cognitives des êtres humains, on en vient, comme Peter Singer, à contester l'appellation générale de personne. Mais alors nous entrons dans le vertige, car comment définir le seuil à partir duquel on pourrait avoir droit, au sens de John Locke, à l'appellation de personne? Alors, même si nous considérons que nous sommes fondamentalement et des êtres humains biologiquement et des personnes, et que ces deux termes sont conceptuellement concordants, doit-on cependant considérer que si tout être humain détient la capacité de devenir une personne et se distingue en cela de l'animal, il ne faudrait pas oublier que le concept de personne représenterait finalement un idéal et un achèvement de l'être humain. Et dans cette perspective, le concept de personne, lié à la conscience de soi, de son histoire, à la capacité de se projeter dans l'avenir, s'inscrirait dans le cadre d'un développement personnel. Chaque être humain, en naissant, aurait la chance, peut-être, de devenir une personne, plus ou moins une personne, bien sûr, le plus possible dans le cadre de ce que certains ont appelé le développement personnel ou encore le processus d'individuation. On pourrait bien sûr considérer qu'un nourrisson est une personne en puissance, mais comment qualifier un être humain atteint de lésions cérébrales sévères, qu'elles existent dès la naissance ou qu'elles soient liées à un accident ou des séquelles d'une maladie? En fait, sur le plan éthique, y a-t-il vraiment une place pour une vision qu'on doit appeler capacitiste de la personne, une notion validiste de la personne? Ces mots veulent dire que on définirait la personne de manière exaltée en disant cet être pensant, capable, capable, capable. Doit-on dire que sur le plan éthique, les concepts d'être humain et de personne sont liés, ou doit-on dire, en fait, qu'il s'agit d'un seul et même concept, c'est-à-dire affirmer, peut-être avec force, que tout être humain, parce qu'il est un être humain, et non pas parce qu'il est capable, parce qu'il est un être humain, est fondamentalement, on dit donc en philosophie ontologiquement, par essence, par nature, une personne humaine. Alors la personne humaine, au sens éthique, est d'un autre ordre que le développement personnel. Elle est d'un autre ordre que le statut cognitif et émotionnel. Cette conception, d'ailleurs,
est conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, qui a édicté que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La Déclaration utilise ensuite de manière indistincte le terme d'être humain et de personne. Et il faut percevoir le sens éthique, bien sûr, qu'il y a derrière cette déclaration, j'allais dire, juridique. Traiter indistinctement l'être humain et la personne. Le statut de personne reconnaît donc simplement la spécificité et la place de l'être humain sur notre terre. Mais en outre, la dignité de la personne humaine tient, selon Emmanuel Kant, à ce que, contrairement à la chose, la personne humaine n'a pas de prix. La personne humaine est au-dessus de tout prix. La personne humaine est un événement unique dans l'histoire du monde. Voilà pourquoi, disait-il, l'être humain ne peut jamais être considéré simplement comme un moyen. Bien sûr, il est parfois un moyen. Mon boulanger est mon moyen d'avoir le pain. Mon maçon est le moyen de faire réparer ma maison quand ne n'y est pas. Mais en même temps, disait-il, toujours une fin. Parce que c'est lui, parce que je sais son nom, parce que je ne le considère pas seulement comme une ressource à mon service. Alors dès lors, comment concilier les représentations sociales du handicap et la considération due à toute personne humaine? La première étape est de bien comprendre les mots qui gravitent autour du handicap, qu'il soit appelé sensoriel, moteur, psychique, mental. Il faut en effet distinguer soigneusement trois conséquences des maladies ou des accidents. Première conséquence de la maladie ou de l'accident, c'est la déficience. La déficience, c'est en quelque sorte l'aspect lésionnel du handicap. Ensuite, il y a l'incapacité. Vous savez, celle qu'on chiffre. 30%, 50, 80, 100, avec ou non tierce personne. Cette incapacité est l'aspect fonctionnel du handicap. Et puis, il y a le désavantage social. Le désavantage social est l'aspect situationnel du handicap. Ce qui veut dire tout ce que l'environnement social nous permet ou ne nous permet pas de faire. Et vous voyez bien d'emblée qu'il existe deux facettes fondamentales du handicap, la facette médicale et la facette sociale. Alors, privilégier de manière excessive la facette médicale revient à centrer l'essentiel de la représentation sociétale du handicap sur la maladie, sur la déficience, sur l'invalidité, en considérant quels sont les déterminants majeurs du désavantage social. Entre somme, le désavantage social serait, dans cette conception, la conséquence simplement de la maladie, de la déficience, de l'invalidité. Ainsi, le handicap est d'abord vu comme des déviations par rapport à la norme. L'exemple le plus caricatural est le long parcours qu'il a été nécessaire d'effectuer pour que le droit de vote soit accordé aux majeurs sous tutelle. Il s'agit bien d'un désavantage social que de ne pas pouvoir voter. Or, ce désavantage social ne venait pas des personnes en situation de handicap, il venait de la société. En 2017, la Commission consultative nationale des droits de l'homme en France avait estimé qu'il était urgent que le handicap intellectuel ou psychique ne soit plus considéré comme un des cas d'incapacité permettant de suspendre le droit de vote. On a osé quand même soumettre le droit de vote à une espèce d'examen médical mental.
Mais les citoyens ordinaires contrôle-t-on la manière rationnelle dont ils votent, la manière dont ils s'informent des candidats, des programmes, la manière dont ils se torturent pour voter? Non, mais les handicapés n'étaient pas les mêmes, eux déviés par rapport à la norme. Et donc, effectivement, la commission avait alors rappelé que la situation française en 2017, dont nous ne parlons pas de la préhistoire, constituait clairement une discrimination à l'égard des personnes handicapées au sens où l'a défini la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que la France avait pourtant ratifiée en 2010, le 18 février exactement. Et dans son article 12, il stipulait que tous les États doivent s'engager à faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer à la vie politique et publique sur la base de l'égalité avec les autres et qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues. Alors, la loi en France du 5 mars 2017 qui a porté réforme de la protection juridique des majeurs précisa de manière lapidaire dans son article 12 que lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne handicapée. Le juge décide, bien sûr, aidé par des experts, mais quelle puissance! Interdire le droit d'exprimer une citoyenneté, c'était maintenir une discrimination fondée sur une aptitude électorale, le fait sans doute de discernement et de connaissances politiques qui n'étaient pas exigées d'autres citoyens. Hélas, la loi dite égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, dont un communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 avril 2016 déclarait qu'elle devait permettre à chacun de s'intégrer pleinement dans la République, n'était pas revenu sur cette mesure, malgré un amendement parlementaire qui fut refusé par le gouvernement. Alors la loi du 23 mars 2019 a enfin réparé cette discrimination et précise dans son article 11 que le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote, pour lequel, néanmoins, la loi veut toujours compliquer les choses, pour lequel il ne peut être présenté par la personne chargée de la mesure de protection. Ça peut pas être son tuteur qui le représente. Étrange incursion dans la vie privée, mais enfin progrès, puisque le droit de vote a été accordé. Alors la France affecte chaque année au handicap un budget de 51 milliards d'euros, c'est 2,2% du PIB 2020. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est bien? Nous pouvons simplement noter que la France se positionne au 3e rang européen, derrière la Suède et le Danemark, ce qui, globalement, apparaît un classement très satisfaisant. Nous sommes quantitativement dans le peloton de tête. Mais malgré cela, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a adressé le 23 août 2021 des critiques sévères, faisant suite à l'audition de la délégation française et qui a donné lieu à un rapport conclusif le 14 septembre 2021. Alors, ce rapport n'a pas fait beaucoup l'objet de publicité et pourtant, il est extrêmement important à considérer, c'est-à-dire que reproche-t-on à la France, qui pourtant quantitativement semble faire un effort important. Alors on reproche les Nations Unies, les experts, un certain nombre de faits. Et j'en donne quelques exemples. Le taux élevé d'enfants handicapés dans des établissements d'enseignement séparés. Ça, évidemment, la France est en retard alors sur l'intégration, ce qui perpétue la stigmatisation et l'exclusion. On sait que
La trisomie 21, on a vu la journée nationale, on peut parler du diagnostic préimplantatoire, on ne voit pas beaucoup de trisomiques et de parents de trisomiques interviewés. Et pourtant, aujourd'hui, ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a des transferts en Belgique à des fins de traitement d'enfants et d'adultes atteints de trisomie 21. Et ceci a été soulevé à plusieurs reprises. En quoi sommes-nous insuffisants? Réfléchissons. Sommes-nous dotés de capacités d'accueil? Il est reproché à la France le manque de visibilité des personnes handicapées dans la vie publique, dans les médias publics, y compris à la télévision. C'est curieux qu'on ne requiert pas aussi une certaine diversité sur ce plan-là. Le mariage des personnes handicapées sous tutelle peut faire l'objet d'un veto de la part du tuteur. Alors, le même tuteur peut s'opposer à ce que le sujet, enfin, ne peut pas représenter la personne handicapée pour aller voter, mais il peut donner un veto à un mariage. Le comité s'est dit également préoccupé par les stéréotypes négatifs à l'encontre des personnes handicapées, affectant en particulier les personnes autistes, les personnes souffrant de déficiences psychosociales ou intellectuelles et les personnes atteintes de trisomie 21. Le comité s'est déclaré aussi préoccupé par la dévalorisation des personnes handicapées par le biais de politiques et de pratiques capacitaires qui sous-tendent le dépistage génétique prénatal des déficiences fœtales, en particulier en ce qui concerne la trisomie 21, l'autisme et la détection néonatale de la surdité, détection à laquelle, évidemment, des personnes malentendantes sont vigoureusement opposées. La France reste encore enfermée dans une conception trop médicale du handicap. La France est vécue comme un pays capacitiste. Le capacitisme, qu'on appelle encore validisme, est donc une vision qui peut être dotée d'intentions généreuses, mais qui est une vision discriminante du handicap dès lors que la norme est considérée comme un tout ou rien. Et que la norme, c'est quoi? C'est l'absence de handicap qui est considérée comme une condition essentielle à la qualité de vie. On est un peu inquiet de voir des décisions médicales qui peuvent être prises sur une notion de qualité de vie en pensant qu'une personne en fauteuil roulant aurait une moindre qualité de vie que les autres. Mais de quel droit peut-on penser cela? Les a-t-on fréquentés? Leur a-t-on parlé? Dès lors, l'idée s'infiltre que les personnes handicapées ont une piètre qualité de vie, qu'elles n'ont rien à espérer de l'avenir et qu'elles ne pourront jamais mener une vie heureuse et épanouie. Cette vision exclusivement médicale du handicap concentre donc son attention sur la réparation et la prévention qui conduisent à ce qui a été appelé, non pas un eugénisme d'État, mais ce qui a été appelé un eugénisme libéral. En effet, les normes sociales capacitistes et les pressions exercées par le marché créent l'obligation de concevoir le meilleur enfant possible, parce que c'est comme ça, dit-on, qu'il aurait toutes les chances de réussir dans la vie. Or, une telle vision, quand elle s'infiltre de manière envahissante, néglige ce que le mouvement de défense des droits des personnes handicapées considère comme le problème essentiel. Et quel est-il? C'est l'incapacité ou les difficultés ou les réticences de la société à lever résolument les obstacles à l'accueil inclusif qui ne devrait être fondé d'abord ni sur la charité, ni sur la solidarité, mais sur la conviction que le handicap fait partie de droit de la diversité humaine. Il faut en effet se souvenir que
contrairement à la loi d'orientation des personnes handicapées qui avait été votée sans encombre en 1975. Cette loi, d'ailleurs, avait été votée sans encombre parce elle avait eu la prudence bon, on peut utiliser ce qu'on veut comme qualification. En tout cas, elle avait éludé la définition du handicap. Donc, c'est vrai qu'on parle, cette loi du 11 février 2005 parle du handicap sans le définir. Nous étions en 1975. Et puis, il y a eu la loi du 11 février 2005. Et cette loi de 2005 a suscité de nombreux débats parlementaires. Et tout particulièrement son article 2 qui traitait de la définition du handicap. Après des discussions tendues, l'appellation de personnes handicapées fut préférée à celle de personnes en situation de handicap. On doit quand même s'interroger sur la fabrique d'une loi. Tout cela a du sens. Aujourd'hui, où le terme de situation en personne de handicap prend du terrain, notre loi parle de personnes handicapées. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là pour le moins une dissociation entre le pays légal et le pays réel, à moins que le pays réel soit plutôt toujours celui de la loi. Et pourquoi l'appellation de personnes handicapées a-t-elle été préférée? Parce que cette appellation, si elle avait été remplacée par personne en situation de handicap, semblait négliger la déficience, éluder la déficience et ouvrir à une extension abusive de la qualification de personnes handicapées à des situations de désinsertion sociale sans déficience. Alors vraiment, pour que personne en France soit handicapé, il faut vraiment qu'il y ait une déficience. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une invalidité cotée, chiffrée. Et on a très peur, si on parle de situation de handicap, qu'on privilégie l'insertion sociale et qu'on déclare handicapées des personnes qui n'aient pas de déficience. Voilà l'obsession médicale française de la définition du handicap. Du coup, la définition qui a convenu à nos honorables parlementaires devait embrasser 3 conditions: une déficience, qu'ils ont appelée altération, une incapacité, qu'ils ont nommée limitation d'activité, et un désavantage social, qu'ils ont nommé restriction de la participation à la vie en société. Et ceci a conclu à la définition suivante, qui est vraiment capitale. Constitue un handicap au sens de la loi de 2005 toujours présente, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, donc toute déficience, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle d'une ou plusieurs fonctions sensorielles, mentales, etc., ou d'un trouble de la santé invalidant. Cette définition, si on la lit dans le texte, elle fait de la déficience, qui est appelée altération substantielle, la clé de voûte du concept du handicap, qui est donc présenté d'abord comme une réalité médicale. Sans réalité médicale objectivée, point de handicap. Alors, elle amène bien sûr à ajouter que la loi tient compte de la déficience comme source d'une incapacité et en conséquence de la restriction de la vie sociale. Et vous voyez que dans cette définition, la déficience est représentée comme la cause principale du handicap, la société ne s'imputant aucune responsabilité, alors même qu'il est clair que l'insertion sociale de la personne handicapée peut se heurter
à un contexte environnemental défavorable. Par exemple, comment circuler en fauteuil roulant sur des trottoirs urbains qui sont encombrés par le stationnement intempestif des voitures? Si on remplace les voitures par des poteaux interdisant aux voitures, on interdit aussi du même coup la progression des fauteuils roulants. Si sur des trottoirs déjà étroits, on rajoute des panneaux publicitaires, de grands amoncellements fleuris, eh bien, les fauteuils roulants ne passent pas. On voit bien donc là que le désavantage social n'est pas lié au handicap, il est lié au fait que la société ne s'adapte pas à la diversité qui la compose. Regardons les parkings pour personnes handicapées dans notre pays. Ces parkings sont calculés sur une base statistique, c'est-à-dire proportion de personnes handicapées ou en situation de handicap dans le pays. Et oui, mais ces parkings sont le plus souvent vides. Ce qui veut dire que les personnes handicapées ont des parkings qu'on nous présente, mais auxquels ils ne peuvent pas accéder. Il y a donc là, effectivement, la primauté du désavantage social, puisque les conditions ne sont pas permises pour pouvoir rejoindre ces parkings. C'est pourquoi l'ONU appelle la France, et c'est dommage que ceci n'ait pas été davantage diffusé, à passer du modèle médical du handicap au modèle fondé sur les droits de l'homme. Il ne s'agit pas seulement de déverser de l'argent, il suffit aussi d'intégrer dans une philosophie globale du handicap qui aujourd'hui dit le désavantage social. Nous, sociétés, on fait ce qu'on peut, d'ailleurs on met beaucoup d'argent, mais il est lié à la déficience, il n'est pas donc du fait de notre société. Nul ne conteste que la France doive accélérer le changement des représentations associées au handicap. Mais pour l'ONU, un tel changement doit être initié, soutenu, conforté par une mise en adéquation de la définition du handicap donnée par la loi du 11 février 2005 sur les droits des personnes handicapées. Cette définition doit être modifiée, devrait être modifiée. Vous constatez que ça n'est pas une urgence, il y a d'autres urgences constitutionnelles qui semblent être plus importantes. Alors, réfléchissons. Réfléchissons, parce que selon l'ONU, la vision du handicap donnée par cette loi n'est pas dans l'esprit de la Convention relative aux droits des personnes handicapées que la France a pourtant signée. Alors, comparons alors la définition française avec la proposition de la Convention. Et je vous énonce cette proposition et vous voyez que quelques mots changent tout. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec certaines barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Vous voyez que cette définition n'est pas une définition extrémiste ou qui nie le handicap. Elle dit que la déficience entre en jeu avec des interactions sociales, c'est-à-dire où chacun doit prendre sa responsabilité. Est-ce une révolution que d'avoir une loi qui définirait enfin le handicap de cette manière et autoriserait donc de rejoindre la vraie appellation de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que arranger des trottoirs, aménager des parkings, faire des accès
et je parle des emplois, et on pourrait multiplier dans bien des points, eh bien, tout ceci réclame une adaptation mutuelle, une interaction. Comment pouvons-nous, au XXIe siècle, en rester à cette loi de 2005, dont la définition fait du désavantage social la simple conséquence de la déficience? Alors, cette définition, vous le voyez, n'est pas un déni des déficiences, mais elle se centre sur les incapacités qui en résultent. On ne parle plus de la médecine en tant que affection médicale, ça n'a pas d'intérêt. L'invalidité, oui, a un intérêt parce que c'est elle qui va générer ces interactions avec la société. Donc cette définition se centre sur les incapacités qui en résultent et dont elle liste les différentes cibles. Elle ne fait pas de l'obstacle à la vie en société une simple conséquence des incapacités, mais elle décrit les relations entre incapacité et vie sociale en termes d'interaction dans ce double mouvement adaptatif que nécessite la vie sociale de tout sujet, handicapé ou non, vers la société et de la société vers lui. Ouais, cette conception reflète la complexité des liens citoyens, handicapés, société, au lieu de la seule relation de cause à effet décrite dans la loi de 2005 et qui, sur un plan éthique, ne tient plus la route au XXIe siècle. Mais surtout, cette interaction visant la pleine participation de la personne handicapée à la société est fondée sur un droit fondamental qui doit prendre acte de l'égalité de tous et de toutes dans leur diversité. Comme l'a souligné la défenseure des droits lors de l'audition à l'ONU de la délégation française, l'approche de la loi de 2005 se traduit par une priorité accordée aux réponses en termes de compensation individuelle au détriment d'une nécessaire transformation des cœurs, je dirais, transformation de l'environnement dans un objectif de société inclusive, ouvert à tous. Il ne suffit pas d'augmenter les pensions, c'est bien, mais il faut aussi s'ouvrir à une réelle interaction. En somme, la loi de 2005 passe par les déficiences qui légitiment les incapacités et rendent compte du désavantage social auquel la société tente de remédier par la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. Pour que les personnes handicapées puissent être considérées comme des personnes comme les autres, il faut donc d'abord rejeter toute conception capacitiste de la personne humaine qui doit qualifier tous les êtres humains dans leur diversité. Tous les êtres humains sont des personnes parce qu'ils sont des êtres humains. La définition de Locke, exaltante, est une définition encombrante et qui conduit à des cul-de-sac. Si certaines personnes ont des troubles intellectuels importants, il convient de se montrer attentif à leur accompagnement, de les éclairer dans leur travail de discernement, d'être garant de la reconstitution de leur histoire identitaire au nom de la fraternité, qui peut s'appeler aussi charité ou tendresse, pour que les personnes handicapées puissent être considérées comme des personnes comme les autres. Il faut aussi que la société française s'écarte du modèle capacitaire pour une approche du handicap fondée sur les droits de l'homme. À ce titre, parler de personnes en situation de handicap et non de personnes handicapées permet, au nom de l'égalité de tous les citoyens et de la fraternité, d'analyser les interactions sociales entre les personnes handicapées et son cadre social. Pourquoi y a-t-il un problème? Réfléchissons.
le problème ne se résout pas par les réponses administratives unilatérales, car les mesures aptes à permettre la pleine et efficace participation des personnes handicapées à la vie sociale nécessitent une reconfiguration des représentations sociales du handicap dont le pouvoir politique doit être un relais et doit être un garant. Les droits des personnes handicapées à vivre pleinement en société, car tout être humain, nous le savons, depuis Aristote, est par nature sociable. Il ne peut trouver son existence que dans les relations sociales. Eh bien, peuvent-ils être tributaires de difficultés d'accès? Cette sociabilité naturelle peut-elle être tributaire de difficultés d'accès en raison de déficiences? Ou doit-on au contraire penser que ce sont ces droits qui, à eux seuls, assignent à la société un devoir ontologique, inséparable de la condition humaine, qui est celui d'accueillir tous ses membres dans leur diversité, que les mesures à prendre aient ou n'aient pas d'incidence financière, et toutes n'ont pas d'incidence financière. Ce sont les cœurs qu'il faut d'abord convertir en tentant d'aplanir le plus qu'on peut tous les obstacles au vivre ensemble, à ce qu'on appelle une société inclusive, à condition de ne pas en faire seulement un mot à la mode. Disons alors vivre ensemble. La pleine et effective participation des personnes handicapées à la vie sociale nécessite donc une reconfiguration des représentations sociétales du handicap. La bioéthique ne peut pas se contenter de s'adapter aux évolutions sociétales générées par les progrès des sciences à vie de la santé. Oui, on s'adapte parce qu'il y a des progrès. Très bien, très bien, très bien. On doit y réfléchir. Mais la société, la bioéthique, doit aussi dire aux personnes handicapées l'essentiel, comment donner sens à leur vie. On est stupéfait des travaux liant la santé à ce que les anglo-saxons appellent le meaning of life, le sens donné à la vie, qui est si peu étudié en France. Sens donné à leur vie, arrêtons avec ces visions obscurantistes de la qualité de vie qui coche. Si on peut marcher 100 mètres, a-t-on une meilleure qualité de vie que si on peut en marcher 30, 20? Qui peut le dire? Quel scrutateur parlant à la troisième personne, il peut se replier sur de telles affirmations, nous qui avons faim d'une bioéthique, d'une éthique à la première personne? Voici ce que je sens, voici ce que je suis. Ce n'est pas mon regard sur toi qui compte, mais c'est ce que tu me dis. Et alors je saurai sans doute qu'il faut changer de regard, oui, donner sens à leur vie qui a autant de valeur que toute vie, de la naissance jusqu'aux instants ultimes. J'espère ne vous avoir pas trop ennuyé. Je vous remercie de votre attention. J'ai tenu les temps, même d'une manière qui mérite des encouragements. Oui, bravo, monsieur. Merci. Nous avons quelques minutes, soit en prenant le micro, si certains le souhaitent, pour des observations ou des questions, soit en utilisant donc le chat, si vous préférez donc vous exprimer par écrit. Yannick, Oui, est-ce que je peux intervenir? oui. C'est qui? C'est Catherine? Oui. Oui, j'ai reconnu votre voix. Allez-y, je vous en prie. Monsieur Gilles n'a pas parlé du tout des enfants, non?
Si on veut être une société inclusive et non pas intégrative, les enfants, dès leur naissance, doivent être inclus. Et il est difficile d'envisager de ne pas faire d'évaluation. Parce que pour répondre aux difficultés des enfants, il faut évaluer leurs compétences d'abord, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et pour ça, il faut faire quand même un minimum d'évaluation pour que le programme qu'on va leur proposer soit bien adapté pour éviter de les mettre en difficulté supplémentaire, par exemple, en scolarité. Oui, tout à fait. Alors, je signe. J'ai évoqué l'enfance au début. Ensuite, bon, j'ai parlé de l'autisme, j'ai parlé des malentendants. Il est bien certain que la vision du handicap n'exclut pas l'évaluation du désavantage. C'est tout à fait clair. Il n'y a aucun obstacle à cela. Le problème, effectivement, cette vision du désavantage doit conclure à la réflexion sur les interactions sociales nécessaires et non pas sur la conclusion verticale ou linéaire qui fait du désavantage social la simple conséquence de l'invalidité que j'ai évaluée. Donc, il ne s'agit pas, bien sûr, de nier, et l'ONU ne le fait pas, et les courants modernes ne le font pas, mais elle amène néanmoins à la réflexion suivante, au-delà de cette déficience, comment peut-on socialement y répondre en disant que ce n'est pas elle seule qui conditionne le désavantage social. J'ai évoqué évidemment les difficultés de mixité en France actuellement, les difficultés de rejoindre des cursus scolaires. Ça n'empêche pas qu'il faut sans doute aussi des établissements adaptés, mais tout ça devrait se résoudre dans une réflexion sur les interactions. Il est difficile d'accepter qu'une déficience conduit aujourd'hui à, même bien évalué, à un comportement qu'on peut appeler une bienfaisance normative qui considère que du coup, elle peut d'emblée inspirer la conduite à tenir venant de quelqu'un qui sait, alors qu'en face, il y a quelqu'un qui ne sait pas. C'est tout le problème de la bienfaisance paternaliste qu'on peut appeler normative, qui devrait laisser le pas à une bienfaisance fraternelle, quoi, voilà. Bienfaisance fraternelle, c'est-à-dire discutons ensemble, qu'est-ce que la société peut faire globalement, elle aussi, pour améliorer les choses. Voilà, c'est assez étonnant que l'ONU se soit arrêtée là-dessus, mais c'est vrai que notre définition aujourd'hui souffre d'archaïsme et surtout, elle est attestée aussi par le fait qu'un certain nombre d'indices semblent indiquer que, en dépit de l'argent qui est mis sur la réparation, entre guillemets, du handicap, eh bien, on en vient à oublier l'essentiel. C'est une affaire, bien sûr, en partie de réparation, mais c'est une affaire aussi de mouvement de la société à l'ouverture des bras vers les personnes handicapées. Voilà, j'aimerais qu'à la journée nationale sur les trisomiques, on ne parle pas que du DPI, qu'on parle aussi des personnes, des familles, et que tout ceci fasse une grande unité. On ne peut pas présenter le handicap comme une malchance. Regardons cet homme très célèbre dans la Vienne, amputé des 4 membres. Donc on peut dire que le parcours a été rigoureusement transformé et que jamais il ne serait devenu ce qu'il est devenu sans ce malheur qui s'est abattu sur lui et qu'il a dépassé ô combien. Mais quelle résilience il lui a fallu. Et je pense effectivement que c'est un exemple qui doit montrer qu'une société ne peut pas vouloir réparer le handicap et n'avoir qu'une obsession, c'est eh bien la régression du nombre de handicapés. Non pas par le traitement, mais par d'autres moyens, c'est-à-dire
ne pas les accueillir. Je parle sociétalement. Nous avons de ce côté-là un record mondial qui est ce qu'il est. Voilà. Mais sur le fond, je suis entièrement d'accord, bien sûr, avec ce que vous dites. Alors, il y a une intervention dans le chat. J'ai 3 enfants TSA sans déficience intellectuelle et TDAH et d'autres troubles 10, malgré les diagnostics du CRA et les demandes de compensation. Nos plus gros problèmes sont le manque de formation des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation. Mes enfants sont informatisés au lieu de l'aide humaine qui pourrait aider dans les interactions sociales. Manque de place dans les CESAD, nous attendons 3 places. C'est un témoignage. Voilà. Oui, je comprends très bien ce que vous dites. Il faudrait sortir d'un traitement trop administratif, j'allais dire, du handicap. Mais vous savez, l'aventure des enfants 10 est une aventure récente. Je sais qu'il y a quelques années, quand des confrères m'adressaient des enfants maladroits, malhabiles, qui cassaient tout, et parce qu'ils avaient été éveillés à l'idée des enfants dyspraxiques. Euh, Ce fut une révolution. Mais aujourd'hui, à la fois, un chemin a été parcouru, mais en même temps, il est vrai aussi que le besoin de formation est un besoin incessant. Et je veux dire, c'est un besoin de formation, évidemment, j'allais dire scientifique ou technoscientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant 10 exactement? Comment ça se passe? Parce que ça met en œuvre ceci, ce qu'on peut appeler une éthique de la compréhension. Voilà. Et je pense que mieux on comprend ce qu'est un enfant ayant des troubles de l'attention, un enfant dyspraxique, un enfant dyscalculique. Il se niche des 10 dans des compétences qu'on ne peut pas résoudre uniquement, j'allais dire, avec les outils classiques et qui nécessitent une vision pour lesquelles il faut promouvoir une formation toujours plus vive, toujours plus importante, y compris dans la discipline et y compris aussi sur un plan éthique. Mais voilà, la tâche est sans doute immense. Hein. Ce qui n'empêche pas d'en parler, je crois que c'est important. Il est nulle question, vous l'avez bien compris, de juger. Il n'est pas question non plus d'avoir une vision idéalisée, inadaptée, mais simplement en parler. En parler parce que ceci peut éveiller les consciences. Si on ne passe pas par la modification des représentations sociétales, on n'avancera pas. Parce que chacun fait son travail, chacun fait tout ce qu'il peut. Mais c'est à la société entière à impulser ce mouvement. Moi, ça fait quelque temps, quand j'avais lu ce rapport de l'ONU, j'avais été stupéfait. Je me suis dit, il faut travailler ça, il faut réfléchir dessus. Bon, la France est remarquée alors qu'elle a des atouts considérables avec le volume d'argent qu'elle distribue, mais on voit que l'essentiel, c'est le changement des représentations sociétales. Alors, évidemment, on connaît toutes les difficultés du personnel éducationnel qui fait tout ce qu'il peut. On pourrait multiplier des psys, des psychologues, etc. Bien sûr, ils ne sont pas en nombre suffisant, bien sûr. Mais une société doit s'emparer en elle et ne pas attendre simplement, voyez-vous, des réponses verticales de la solidarité. Ce qu'il faut, c'est mobiliser les consciences, voilà, dans le respect des uns, des autres, et qui disent, nous ne sommes pas satisfaits, essayons de faire moins mal. Je crois que c'est cette humilité qu'il faudrait retrouver. Mais, évidemment, il n'y a dans ce que j'ai voulu dire aucun jugement, bien entendu. Madame Millet, vous aviez essayé de prendre la parole? Je peux intervenir? Pardon, Alors, présentez-vous oui, alors et allez-y.
Oui, bonjour. Je n'ai pas réussi à rejoindre la réunion depuis mon ordinateur de l'hôpital de La Rochelle. Je suis avec mon téléphone personnel. Mais donc j'ai loupé un peu le début de la réunion. Peut-être vous en avez parlé. Moi, j'avais envie d'intervenir là à propos de ce qu'on appelle le handicap invisible. Parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses très intéressantes sur les fauteuils roulants et sur les enfants reconnus 10 ou TDAH ou je ne sais quoi. Mais quand il y a un handicap invisible suite à un accident d'un adulte, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, si vous voulez, il y a de handicap invisible que de handicap qu'on ne sait pas voir, quoi, hein. Reprenons l'exemple des enfants dyspraxiques. Pendant un temps fou, on les a considérés comme des enfants maladroits qui cassaient tout, qui ne faisaient pas attention à rien, etc., quoi, hein. Et c'est peu à peu qu'on a transformé ce handicap invisible en handicap visible. Et encore, l'est-il pour tous? Ne parlons pas des enfants ayant des troubles de l'attention, qui longtemps étaient considérés comme des enfants qu'il fallait calmer le soir avec du Terralène ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Et on a fait des catastrophes, sans le vouloir, bien sûr. Voilà. Donc, je crois que le handicap invisible, c'est un handicap qui simplement interroge notre propre capacité à les reconnaître ou parfois notre propre formation. Et c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'attention, mais un handicap invisible est toujours destiné à devenir visible ou lisible. Il reste invisible tant qu'on ne le comprend pas, quoi, parce qu'on n'attribue pas la gêne sociale de quelqu'un à son handicap, parce qu'on ne le voit pas et on parle de personnalité, voilà, on a des mots. Mais disons qu'on case, pardon, je vous coupe, on case les gens, on case les gens dans la case cérébro-lésé, et voilà. Oui, enfin, oui. Mais ça n'apprend rien à ceux qui ne connaissent pas la lésion cérébrale. Ah, écoutez, bon, si déjà on dit cérébro-lésé, c'est un progrès. Maintenant, je pense qu'il faut alors faire un examen neuropsychologique pour comprendre. Regardons aujourd'hui dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, parce que bon, c'est un exemple probant et lui, pour le coup, visible, mais en fait, moins visible qu'on pense. Parce qu'on s'intéresse à quoi? Il a perdu la mémoire. Bon, mais non, le malade d'Alzheimer n'a pas perdu toute la mémoire. Il garde une mémoire procédurale, il garde une mémoire sémantique assez longtemps. D'autres, bon, il faut s'intéresser à ce qui reste. Il faut, quand on parle de cérébro-lésé, il faut essayer de comprendre avec quels outils la personne vit pour essayer de comprendre ce qu'il a. Donc c'est vrai que le terme cérébro-lésé en soi est un terme qui est très archaïque, c'est vrai, même s'il est employé. Voilà. Comme le mot traumatisé crânien, oui, bien sûr. Mais c'est un monde en fonction des zones du cerveau qui sont lésées. Donc je crois que ça encourage ce que je vous disais, c'est qu'il faut vraiment s'attacher à trouver les interlocuteurs pour que ce désavantage, d'abord la déficience, soit nommé. Et nommer, c'est expliquer. Voilà. Je ne vais pas rappeler la phrase d'Albert Camus, vous savez, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Voilà. Voilà. C'est pas se contenter. Quand on voit l'immensité du cerveau humain, évidemment, le terme cérébro-lésé est terriblement réducteur, quoi, hein. Mais ce que vous dites est vrai. Nous avons l'expérience à l'espace éthique sur des sujets qui ont été qualifiés de cérébro-lésé handicap mental. Quand ils sont dans un EHPAD, hélas, le dossier médical est réduit à néant. Et je pense que les EHPAD sont bien gentils d'accepter des personnes sans dossier médical très structuré, comme si les EHPAD n'étaient pas des lieux où l'on devait aussi penser, réfléchir, etc. Et du coup, ça aboutit à des confusions. On surfe sur l'écume des vagues, sur les symptômes, et on ne va pas à l'essentiel. Alors, dans ce sens-là,
oui, cette invisibilité-là doit être combattue. Je vous propose juste une dernière intervention. Je crois que Mme Millet, vous aviez levé la main. Est-ce que on vous laisse la parole pour la dernière remarque et puis ensuite on se quittera. Merci. Merci. Bonjour, je travaille auprès des écoles puisque c'est les équipes mobiles d'appui à la scolarisation des enfants en situation qui ont été créées avec la loi sur l'école pour tous en 2019. Et le constat, quand on intervient dans les écoles, alors on peut intervenir pour des enfants qui ont déjà une reconnaissance ou d'autres qui sont en cours ou d'autres qui ne le sont pas, mais il y a des manifestations. Et on voit bien comment fonctionne, voilà, et la première des choses souvent qu'on dit, c'est vous avez des élèves face à vous, des enfants, et on sent bien des fois la peur, et que cette rencontre enseignant-élève, elle a du mal à se faire, et que c'est un frein à l'apprentissage pour l'enfant parce qu'il n'est pas visible. Vous parliez de handicap visible ou invisible, mais il y a aussi cet enfant qui déjà représente quelque chose pour l'adulte, pour le professionnel, mais qui enclenche, qui ne permet pas la rencontre. Et souvent, on leur dit, alors c'est plus un témoignage que je dis, mais de aussi laisser la place à la rencontre et de s'appuyer sur les compétences de l'enfant. Parce que même si voilà, il y a un trouble ou un handicap, forcément, il faut aller chercher, on essaye d'aller chercher ce qui peut fonctionner chez cet enfant et que l'enseignant peut s'appuyer déjà sur ça. Et on voit aussi à quel point, une fois que la compensation est mise en place, certains enseignants, pas tous bien sûr, on ne peut pas généraliser, vont pas forcément... voilà, il y a par exemple une AESH qui est présente, l'enseignant ne s'implique plus dans le travail qu'il a à conduire auprès de l'enfant. Voilà, c'était juste voilà, pour compléter un petit peu ce qui a été dit. Mais bon, voilà, c'est vraiment travailler sur ces représentations. Je crois qu'elles sont fondamentales. La société, voilà, il faut qu'elle évolue effectivement sur ce point. Et s'il y a formation, c'est sur ce regard-là et sur nous tous, on doit avancer dans ce qui est cette vision qu'on a du monde du handicap. Voilà, c'était tout ce que... Merci. Merci Écoutez, beaucoup. je vous remercie pour votre intervention. Je crois que ça rejoint un peu le message tout simple que je souhaitais donner. C'est que une définition du handicap, si on souhaite la modifier, c'est précisément pour mobiliser les représentations sociétales. Et que c'est aujourd'hui l'élément fondamental. Si on se contente de dire on a fait des progrès parce qu'on permet maintenant aux personnes en situation de handicap de percevoir chacune, etc., bon, c'est très bien, mais c'est un discours financier qui, pour important qu'il soit dans la vie, ne suffit pas et qui parfois fait croire alors simplement, vous voyez, ça coûte et on a donné. Voilà. Et je crois qu'à ce moment-là, on perturbe. Si vous voulez, il faut accompagner la forme du fond. Et c'est cela qui aujourd'hui est capital. Voilà. Il faut changer les cœurs, il faut modifier notre regard. Et c'est pour ça que je crois que les remarques de l'ONU, qui ont quand même nécessité le déplacement de 2 ministres à l'ONU pour donner des explications, eh bien, a peut-être eu cette capacité de booster un peu nos réflexions, à condition qu'on les saisisse, quoi. Voilà, et qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas parler seulement de la détection des handicaps prénatals, mais pour s'occuper aussi des personnes en situation de handicap, car beaucoup sont aussi des handicaps acquis, et que finalement on change la focale et on résout l'essentiel. Le message est là. Évidemment, l'éthique n'a pas de solution. L'éthique ne peut que tenter de faire un travail de problématisation. Et là, son cœur, c'est bien, pensons réellement aux personnes en situation de handicap et à ce que la société veut faire réellement ensemble pour épouser la diversité humaine. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous à un prochain séminaire avec quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci d'avoir été là et à bientôt. Merci à tous et bonne fin d'année à tous. À bientôt.